Salut à tous, on se retrouve sur le plateau de Roue Libre. Et oui, c'est mardi et c'est l'heure de l'émission Vélo de la First Team. Les amis, émission particulière aujourd'hui. On va parler de Giro avec mes deux amis, Paul, Robin. Et Paul, aujourd'hui, tu es qui ? Je suis Annabelle parce que, comme Annabelle, justement, sur ce Giro, il va y avoir des étapes qui font très peur. Notamment cette 16e étape, la taponnée, comme on dit. Et croyez-moi, il y aura du spectacle. On va en parler d'ici quelques minutes. Je ne dirai juste un mot, Mortirolo. Robin, ça va pas trop apeurer. Non, il est très Annabelle. fort. Il est très très fort. Et on a un super plateau. Je suis venu, je me suis régalé quand je suis arrivé, que j'ai vu les visuels tout roses là pour ce Giro. Puis je me suis donné, j'ai mis le pull qui va avec. Ouais, c'est vrai que franchement, bravo. À Tom, bravo à Tom. Magnifique. À Bravo défaut à Tom. d'être un bon chef d'édition, est un très bon graphiste. Aujourd'hui, donc, émission particulière. On va parler du Giro. Voilà, le premier grand tour de ce calendrier. On va se régaler. On va parler italien pendant 45 minutes. Donc, réglez vos téléviseurs. Voilà. Mettez un peu de gruyère dans vos pâtes bolognaise, ce que vous voulez. En tout cas, tenez-vous prêts. On Du commence gruyère, mais t'es l'émission. fou toi. Moi, du parmesan, quoi. Ah Je oui. sais pas. Où est-ce qu'on va là Voilà. Bon, en tout cas, on commence avec le parcours. C'est parti. Ce parcours, on va le débriefer, mais alors, on va pas regarder toutes les étapes, on va regarder des moments clés. Et le premier moment clé, c'est l'étape 9, Polo. Bah, l'étape 9, il y aura déjà eu un prologue, mais on va dire que l'étape 9, après une semaine où c'est vraiment rien passé, parce que vous allez vite le voir, même que sur cette première semaine, il va rien se passer, c'est tout plat. C'est tout plat, il n'y a aucune saveur, aucun peps dans ce truc-là. Donc on va directement à l'étape 9. Et, Il met les taquets, Polo. Hein il a ouais, pas peur. je suis chaud là. Et l'étape entre Riccione et Saint-Marin, l'endroit... Je sens que je vais me régaler. Sur la prononciation. Ouais, c'est clair. Surtout moi qui ne sais pas rouler les R, ça va être catastrophique. Donc voilà, c'est un contre-la-montre en côte de 34,8 km, comme vous le voyez. La côte fait 12,2 km à 4,5%. C'est plutôt assez roulant, notamment au début. C'est un peu plus pentu à la fin. Ce sera le premier grand rendez-vous pour les favoris, surtout qu'on sait que dans ces favoris, il y a de très très grands rouleurs. Je pense notamment à Roglic ou à Dumoulin. Ce sera pour eux la première occasion de faire de gros écarts, notamment avec des grimpeurs moins à l'aise dans l'exercice solitaire. Robin. Je suis content qu'on ait des. Alors, on a beaucoup de chronos sur ce Giro, on en a pas mal parlé depuis la présentation du parcours, mais c'est des chronos avec des bosses. À chaque fois, c'est on va dire le leitmotiv. Sur le prologue, il y a une montée finale qui est vraiment très très costaude. Là, on a un parcours vallonné sur le gros chrono du milieu de Giro, et même sur le dernier à Vérone, le dernier jour, on a une bosse au milieu du parcours. Donc vraiment, c'était une envie des organisateurs de faire des chronos difficiles. Et ça réserve vachement plus de surprises que des chronos plats dont on a l'habitude parfois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2017, un chrono un peu de ce même genre sur le Giro avait consacré à un Tom Dumoulin qui avait quand même repoussé Geraint Thomas à l'époque à 50 secondes, Nibali à plus de 2 minutes et Adam Yates à 2 minutes et 39 secondes. Donc voilà, ça... Et Nibali aussi avait profité, je crois que c'est 2016, d'un chrono en côte aussi, difficile. Pareil. Donc ça permet généralement de faire de gros écarts parce que le plus fort peut vraiment prendre un gros ascendant Et sur c'est ce pour genre ça que, ouais, déjà, ce que je disais tout à l'heure, Tom Dumoulin ou Roglic, à mon avis, vont frapper fort dès cette 9e étape. Après l'étape 9, on va chercher un deuxième temps fort qui est l'étape 13, première grosse étape de montagne, Robin. Voilà, c'est un premier gros test et ça rigole pas. On voit, rien que le profil, ça fait peur. Il y a 3 cols et le dernier, ça monte. Alors, c'est pas un col dès le pied, dès le début de la bosse qu'on voit, mais ça monte non-stop pendant 45 km. Donc, c'est une montée vraiment très très longue, très inhabituelle parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une montée de 45 bornes. Donc, il faudra tenir la distance et c'est un effort très particulier pour les coureurs. Ils ont l'habitude parfois de dire sur des étapes où ça monte et ça descend en permanence, qu'ils sont toujours en prise, qu'il n'y a pas de repos. Mais là, ça va quand même être particulier parce que déjà, tout le début de l'étape, on voit que ça bouge tout le temps. Soit ça monte, soit ça descend. C'est jamais plat. Mais surtout, cette montée longue, cette côte, oui, En longue fait, de elle est en 45 deux temps km. l'émission. Elle est en deux temps Elle est en l'ascension. 4 ou 5 temps. En fait. L'ascension, pardon, elle est en deux temps. C'est pour ça qu'il y a écrit 20,3 km et que en fait, elle est un peu plus longue, mais avec des pourcentages qui font peur, Polo. Ouais, clairement, les 6 derniers kilomètres sont à 8,9%, par exemple. Tu vois, donc ça reclasse tout de suite un peu la difficulté, pardon. Ouais. Ce que j'aime bien sur cette étape, c'est que c'est le premier rendez-vous dans la montagne. C'est exactement ce que j'ai mis dans ce très beau tableau. Je ne sais pas qui l'a fait. C'est moi qui l'ai fait. Et c'est le premier grand rendez-vous avec la montagne. On sortira déjà d'un premier prologue qui aura peut-être fait des écarts, mais pas trop, mais surtout du contre-la-montre de presque 40 km en côte. Donc je me dis que pour des grimpeurs, notamment le Plan del Lupo, là, ça peut servir de bonne rampe de lancement à des grimpeurs qui auront des fourmis dans les jambes, parce que comme on l'a Je suis pas sûr que ça répété, parte si tôt. Hein. je l'espère, c'est le Giro. S'il y a bien une course, ça peut partir tôt comme ça ou ça peut exploser. C'est sur cette course. Ce que j'aime bien, c'est que voilà, ils auront des fourmis dans les jambes.
ils auront du retard à rattraper. Je pense aux grimpeurs de poche, je pense peut-être à un Simon Yates, on en reparlera plus tard, qui aura perdu sûrement du temps dans la première semaine. C'est excitant parce que, voilà, les grimpeurs, c'est leur rendez-vous, c'est le premier et comme je l'ai dit, ça fait presque 2 semaines qu'il se passe rien. Ils voudront faire péter Et il y aura faire tout péter. une succession de cols parce que donc on l'a pas prise dans les étapes clés, mais le lendemain, on aura 5 cols en 131 km. Donc ça va être 2 jours vraiment où il n'y aura pas le droit d'avoir une défaillance parce que ça se payera très très cher. J'y serai à Courmayeur, moi, du coup. Ça, tu vas te régaler. Ouais, je serai C'est en l'étape voiture, 14. Hein C'est l'étape L'étape 14. 14, tout à fait. Pareil, de beaucoup de dénivelé. L'arrivée, oui, facile à Courmayeur, mais quand même, t'enchaînes le. Ah là, c'est Il y a le 5 Colle cols avant. San Carlo. Le Colle San Carlo, tu sais quoi, je vais voir les stats, j'ai tout noté. 10 km 5 à 10,8%. Ouais. C'est costaud. c'est très, horrible, très c'est costaud. affreux. Hein. Mais de toute façon, on va voir en débriefant ce parcours que à chaque étape de montagne, tu as des cols affreux comme ça, et c'est pour ça ça va être génial. Donc étape 9, étape 13, et donc on arrive sur l'étape Rennes, l'étape 16, Paul. Ah voilà, si j'ai mis, c'est quoi, j'ai envie de leur mettre un label pour cette partie. C'est une C'est étape un qui fait- horrible personnage. Ouais, bah, cette étape, elle est horrible aussi. Alors, je sais pas par où commencer. La taponner, hein, l'étape Rennes, comme ils disent en Italie. Tu mets la Cima Coppi, donc la Cima Coppi qui est le sommet le plus haut de ce Tour d'Italie, qui est le Passo Gavia, qui est monstrueux, 16 km à 8%, avec une arrivée à 2618 mètres d'altitude. Un passage, ouais. C'est ouf. Sur cette étape, il y a 5700 mètres de dénivelé. C'est incroyable. Et puis surtout, j'allais dire tu termines même pas avec ça. Tu as le Mortirolo, la Montagna Pantani. Voilà, je pense que depuis qu'elle a été bétonnée en 90, elle est tout de suite rentrée dans la légende du Giro. On se souvient notamment, moi j'ai souvenir incroyable de Contador qui a eu une crevaison dans la plaine juste avant et qui fait une montée incroyable. sur C'était les en Astana. 2015. Ouais, c'est l'année où il y a Arouet Landa. Arouet Landa et Landa Lacharou en plus après. Il y avait Krooswijk aussi. J'ai ce souvenir là d'un compteur qui nous fait un masterclass dans le Mortirolo. Enfin, franchement, dans cette étape, il y a tout. Il y a la longueur, elle fait 226 km, il y a le dénivelé, il y a l'école de légende. Enfin, Ouais, il y a le côté mythique en fait. c'est une étape extraordinaire en fait. C'est ça. C'est une étape Ils extraordinaire. sont pas fous au Giro, ils savent faire, ils savent qu'ils ont une très grosse histoire, qu'ils ont des cols mythiques, au moins autant qu'en France. Et voilà, sur leur étape Rennes, sur l'étape la plus dure, ils font en sorte de nous mettre 2 cols historiques comme ça. C'est très bien vu. Et il faut préciser que cette étape-là, elle va intervenir le mardi après la journée de repos et que ça risque d'être une donnée très très importante parce que tous les coureurs n'encaissent pas de la même façon un jour de repos. Et après une journée off, faudra réussir à très très bien gérer cette journée avant d'arriver là-dedans parce que si on fait 2 heures de roulage tranquille pour tourner les jambes le lundi, je pense que rien que la première montée du mardi matin, elle va piquer. Hein. Et donc, pour terminer ce parcours, la dernière étape clé, c'est l'étape 20, juste avant le dernier contre-la-montre, la dernière étape de montagne, ce que tu as appelé, Paul, dans le tableau, la dernière chance. Bah oui, donc c'est moi qui parle, je suppose là. Voilà. Donc voilà, ouais, moi j'ai calculé un peu à la main, mais c'est entre 4600 et 5000 mètres de dénivelé. Donc voilà, je pense que les montagnes russes que vous voyez 5 cols encore. Hein. sur ce tableau parlent pour elles. Le Passo Manguin ou Mengen, je ne sais pas comment on le prononce, il est monstrueux. C'est 23 km à 7% avec des rampes à 15%. Le Passo Relais, c'est 20 km à 5%. Enfin, les 20 km, 23 km, c'est des cols interminables, c'est ouf. Ouais. Et puis après, la double montée bien raide pour aller à Cross Dawn. La première, 11 km à 5,5% et la deuxième, 6,9 km à 7,3%. C'est... Enfin, franchement, pour terminer, c'est hyper hardcore, quoi. Ouais, et là encore, faut prendre en compte le contexte, c'est qu'elle intervient cette étape après une 19e étape qui sera déjà très 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 costaude, indigeste même. Donc on se rappelle que l'an dernier, on a eu pas mal de grosses défaillances. On avait eu Chavez, on avait eu ensuite Yates, on avait eu Pinot. Et sur ces étapes-là, notamment celle-ci, la défaillance, elle ne sera pas permise parce que là, une défaillance, c'est 35 minutes, 40 minutes. Et c'est là qu'on verra, c'est sur cette étape qu'on verra si justement ceux qui ont fait des gros efforts, notamment en début de partie de saison, je pense à Roglic, je pense aussi à un Yates qui a mine de rien pas mal couru, même s'il était toujours en marge des classements généraux. Est-ce qu'à ce niveau-là, ils ne risquent pas de payer tous leurs efforts du début de saison? C'est dans cette étape-là qu'on risque de voir tout ça, tous ces états de fin. On sent quand même en regardant ce parcours qu'il y a une vraie volonté de la part des organisateurs de tout faire exploser en 3e semaine en fait. Ouais, il y a 7 arrivées au sommet, 3 arrivées en boss, donc pas en haut de grands cols, mais des petites bosses. Et c'est regroupé, oui, sur la deuxième partie de Giro pour beaucoup. Donc c'est classique du Giro quand même, malgré tout, de réunir les difficultés, de les enchaîner jour après jour pour user les organismes et pour que le spectacle puisse finalement se dérouler n'importe quand. Parce que là, on a pris quelques étapes clés. Alors on a l'étape Rennes, l'étape 16, qui est l'étape Rennes par-dessus tout, avec l'école historique.
mais finalement, on aurait presque pu en prendre d'autres. Ouais, Et c'est la il y en force avait du beaucoup à Giro, prendre, ouais. c'est de proposer un parcours. À chaque fois que c'est une étape de montagne, en fait, c'est un parcours monstrueux. Il n'y a pas d'étape de montagne avec une étape facile. Non, c'est clair. Et puis, tu parlais des autres étapes. Il faut aussi souligner l'étape qui va arriver à Côme, reprend les routes du Tour de Lombardie, où là, pareil, même si il y a beaucoup moins de dénivelé et que ça monte moins haut, il va aussi se passer plein de choses, notamment sur un Nibali. C'est exactement le même parcours qu'en 2017, quand Nibali avait battu Thibaut Pinot, qu'il avait lâché dans la descente de la Cipressa, je crois. Enfin, je sais plus. Non, la Cipressa, c'est sur la. C'est sur Sanremo. Dans, Pisalo. comment il s'appelle le dernier dans le Civiglio? Ah oui. Il se passera plein de choses à partir de la deuxième semaine. À partir de cette première étape, l'étape 13, on oublie l'étape 9 qui est un contre-la-montre, mais à partir de cette étape 13, ça va être la foire d'empoigne, ça va être une course incroyable. On va parler des favoris maintenant. Avant, quand même, on rappelle que ce Giro va se terminer par un contre-la-montre de 15,6 km, donc qui se passera à Vérone, avec une belle côte en milieu de parcours, comme tu le disais tout à l'heure, Robin. Donc voilà, on a fini le tour. On va maintenant se poser une question que tout le monde se pose, c'est qui va succéder à Christopher Froome? C'est parti pour le débat. Beaucoup de beaux noms prennent le départ de ce Tour d'Italie cette saison. Et donc une question qu'on se pose tous, qui va gagner, qui va prendre la main les gars, pour donner son favori? Polo, tu peux y aller? Avec plaisir. Hein, Bah, allez, vas-y. Mon favori, franchement, et j'ai aucun doute là-dessus, je pense que ce sera même très dur pour toi, Robin, de me faire changer d'avis, c'est Tom Dumoulin. Alors Tom Dumoulin, pourquoi? Pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est un coureur qui arrive à maturité, notamment pour tout ce qui est préparation. Ça fait 2 ans qu'il fait exactement la même préparation, c'est-à-dire Tour UAE, je vais noter là, hein, je le remets, un tour dans les Émirats, donc cette année le Tour UAE, parfait, génial. Le Tirreno Adriatico, et le doublé Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège, les deux monuments. Et sur chaque saison, il est arrivé sur le Giro en grande forme. Donc l'année dernière, il finit deuxième derrière Chris Froome d'une manière assez improbable, parce que si Chris Froome ne renverse pas ce tour de manière fantastique, avant peut-être qu'on découvre que ça ne l'était pas forcément. Il a l'habitude de se dire, plutôt que de dire qu'il a été battu par Chris Froome, il dit « j'ai été le meilleur deuxième ». Comme si ça... Voilà, tu sais, c'est toute la philosophie de Tom Dumoulin qui ne croit pas trop en les exploits de Chris Froome. Bref, ça on le verra plus tard. L'année dernière, il finit deuxième après un très beau Giro où il n'a pas eu un seul coup de moins bien. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'état de forme, notamment en troisième semaine. Et il y a 2 ans où il remporte le Giro en étant très bon, pareil sur la semaine, jusqu'au dernier contre-la-montre à Milan où il rattrape tous les grimpeurs qui étaient devant lui. Donc voilà, j'ai bien aimé cette citation que j'ai trouvée aussi. Je pourrais nommer 5 coureurs qui ont vraiment une grande chance de gagner ce Tour d'Italie. Je suis l'un d'entre eux. Donc même s'il a dit que il était peut-être moins en forme que les années précédentes, pour moi, de ce que j'ai vu sur sa préparation et de ce que j'ai vu sur ses interviews, il va arriver au moins au même niveau et dans la peau du grandissime favori sur ce Giro. Bon, du coup, il a fait le malin. Est-ce que tu es capable de lui répondre, Robin? Bah oui, il me semble que l'année dernière sur le Giro, c'est pas Tom Dumoulin qui est le plus impressionnant, c'est un mec qui s'appelle Simon Yates qui Sur 2 craque, semaines. qui craque sur 2 semaines, non, sur 3 semaines moins 2 jours. C'est un peu plus que 2 semaines. Ça fait un peu plus que 2 semaines et demie. Et c'était le grand bonhomme de ce Giro. Alors il s'est planté, il a eu une désillusion sûrement la plus grande de sa carrière jusqu'à maintenant et une défaillance comme on en a rarement vu ces dernières années. Parce qu'il a complètement craqué. Il arrive à l'arrivée de ce Giro, il n'a plus rien finalement. Il n'a même pas une place d'honneur au général. Il part bredouille. Enfin, avec 3 victoires d'étape quand même. Et un maillot rose qu'il a tenu pendant longtemps. Et je crois qu'il a appris de ça. Forcément, on dit souvent c'est comme un poncif, on apprend de ses grandes défaites. Mais pour Simon Yates, ça s'est déjà vérifié en fait. Il a gagné sur la Vuelta 4 mois plus tard. Il a déjà montré qu'il avait appris de cette défaite et il a déjà géré la Vuelta 2018 différemment de la façon dont il avait géré le Giro. Il s'était éparpillé à vouloir gagner plein d'étapes et à vouloir montrer qu'il était le plus fort. Il a compris maintenant qu'il n'y a pas besoin de montrer, il faut juste être le maillot rose à la fin. Ça va quand même lui revenir obligatoirement en tête, Paul, cette histoire d'explosion sur l'année dernière. Ouais, mais moi je trouve qu'il en a moins fait en début de saison. Il a laissé la lumière à son frère jumeau. Il a participé à des courses plutôt dans un rôle de coéquipier. Il a quand même pu accrocher des belles étapes. Je pense à l'étape reine du Tour d'Andalousie. Et finalement, tu es d'accord avec moi? Non, mais attends, parce que là c'est la partie sympa. J'arrive après comme ça. Là. Pareil, le chrono de Paris-Nice, même s'il le gagne, il y a quand même Ah, bah ça veut pas rien dire ça quand même. Ouais, déjà, j'ai regardé, du coup, oui, je l'ai vu. Il profite quand même d'éléments météo
en sa faveur. Je sais plus, j'ai un doute, c'était la pluie ou le vent, mais j'ai un souvenir qu'il était loin en général, du coup, qu'il part avant tous les favoris. J'ai regardé du coup le classement. Tu as quand même Jungels qui arrive loin derrière. C'est le premier gros rouleur qu'on voit là-dedans. Il n'y avait pas un gros plateau de rouleurs face à un Dumoulin, un Roglic. Ça me rappelle un peu le chrono de Thibaut Pinot qu'il avait gagné en 2015, je crois, sur le Tour de Romandie. Ouais, Tu te dis, ah, ça y est, il a fait des progrès. Et puis tu vois qu'au final, sur les mois, les années après. Oui, mais Yates n'a quand même jamais eu les carences de Pinot en chrono. Non, mais oui, clairement. Mais je ne sais pas pourquoi je pensais à Pinot, ça m'a fait penser à ça. Simon Yates, le problème, c'est que tu m'as cité la Vuelta et tu m'as cité son Giro l'année dernière. On a quand même 30 bornes de contre-la-montre en plus que l'année dernière. Ouais, mais ils sont vallonnés. Ils sont vallonnés, mais ils sont longs et ils sont pas hyper raides, à part le prologue du début. Moi, c'est pour ça. Le prologue, je pense que ça se jouera pas forcément pour un gros rouleur. Je pense que tu vois, un profil Dan Martin, je sais que Dan Martin ne le fait pas, mais notamment un Simon Yates peut avoir ses chances. J'aurais dit qu'un Julien Lafilippe pouvait avoir ses chances sur ce genre de parcours. Ouais. Le problème du chrono de Vérone et de celui de San-Marin, c'est que c'est des chronos longs et que c'est des montées roulantes. Et c'est pas ce qui avantage pour moi le plus un Simon Yates, même s'il a fait. Non, mais ça lui permettra de limiter la casse. Mais ça va pas faire gagner le chrono, on est d'accord. On parle face à lui de deux favoris, je pense au mien du Moulin et aussi à Primoz Roglic, qui sont des références sur ces chronos plats et encore plus quand c'est des chronos qui montent. Je pense au chrono de Bergen, le championnat du monde, où pareil, c'était un chrono plutôt vallonné, plutôt même en côte, et c'est Dumoulin et Roglic qui font évidemment qu'un mec comme Dumoulin sera à l'aise sur ce genre de chrono et qu'il va faire des écarts, mais ça permettra malgré tout à un gars comme Simon Yates de limiter la casse. Et alors, si on peut parler un peu mathématiques et statistiques... Avant que tu commences, Paul, j'ai des stats, tu vas voir, j'ai des stats, t'es pas prêt pour le débat. Et là, j'ai vu son rictus, je me suis dit, j'ai l'impression que c'est son moment. C'est le moment, ça vient. Donc, l'année dernière, on a un contre-la-montre sur le Giro de 34 bornes, un peu comme celui, le chrono du milieu du Giro de cette année, sur lequel Dumoulin reprend 1,15 à Simon Yates. Donc j'ai fait un peu mes estimations en prenant en compte les progrès que j'estime de Simon Yates en chrono, avec les 8 bornes du prologue, les 17 bornes de Vérone et les 34 du chrono du milieu de Giro. Et on arrive à un gap de combien ? Je pense qu'on peut estimer à 2 minutes 20, 2 minutes 30. Mais il les reprend où Alors justement, c'est un des meilleurs grimpeurs du alors elle est là la suite de l'analyse. C'est que l'année dernière, sur les étapes seulement de montagne du Giro, en première partie. Exactement, en éliminant à partir du jour où Simon Yates craque, j'ai pas pris en compte ces étapes-là. Mais donc, sur les étapes qui arrivent soit en bosse, soit les vraies étapes de montagne qui arrivent au sommet de col, il reprend grâce aux bonifications 42 secondes, il reprend sur les arrivées en bosse 6 secondes, et dans les cols, donc notamment aux zones collane, on se rappelle, en tout, il reprend 1 minute 50. Ce qui nous fait un total de 2 minutes 32 reprises en montagne. Donc il va gagner 12 secondes. Exactement. Bravo. Donc, tu te rends compte que ce sera, oui, il va perdre du temps en chrono, mais il a largement les capacités de le reprendre en montagne. Je sais pas, parce que pour moi, il faut pondérer ces 2 premières semaines l'année dernière, notamment ses performances sur l'Etna ou sur le Gran Sasso d'Italia. Le problème, c'est qu'il a énormément donné pour performer très tôt dans ce Giro. Et le problème, c'est que là, et il le sait, et tu l'as bien dit sur la Vuelta, même si c'est différent parce qu'il y a moins d'épreuves chronométrées et que les cols ne sont pas du tout les mêmes, pour moi, ce sont des cols qui conviennent bien mieux à Simon Yates que sont ceux du Giro. Il va devoir gérer son effort sur toute la semaine. Du coup, je pense que peut-être qu'il reprendra un peu, mais il reprendra beaucoup moins en montagne qu'un Tom Dumoulin, par exemple. Donc voilà. Que par rapport à l'année dernière, je voulais dire. Donc voilà, les gars, pour vos 2 favoris. Maintenant, on va passer aux autres, en commençant, Paul, par Primoz Roglic. Ouais, Primoz Roglic, moi, tu vois, je pense que l'adversaire numéro 1 de Tom Dumoulin, plus que Simon Yates, je pense que c'est plus Primoz Roglic. Pour les raisons que je l'ai expliquées, on voit, déjà, il y a celle-là qui parle pas mal. Là, on a les courses par étapes de Primoz Roglic. Les dernières qu'il a participé, on a le Tour de Romandie 2019 qu'il a gagné. On a le Tirreno Adriatico qu'il a gagné devant Adam Yates, le jumeau de Simon, d'une seconde. On a le Tour UAE qu'il a gagné devant David Gaudu et Tom Dumoulin, d'ailleurs. Le Tour de Bretagne ou de Grande-Bretagne où il se fait battre par Julien Lafilippe. Le Tour de France, très beau Tour de France où il est régulier. C'était la grande question l'année dernière de savoir si Primoz Roglic allait être régulier sur 3 semaines. Il a été sur le Tour de France en s'éparpillant un peu, notamment sur la dernière étape, ce qui lui coûte notamment le podium sur le dernier chrono. Et en ratant son chrono aussi. En ratant son chrono, mais parce qu'il avait donné entre Lourdes et Larens, il avait tout donné. Erreur de sa part, le Tour de Slovénie chez lui, tranquillou. Tour de Romandie l'année dernière qui gagne et le Tour de Pays Basque qui gagne aussi. On se rappelle de ces duels face à Julien Lafilippe. C'est que c'est un homme en forme et en plus qui a plutôt réussi. Alors il y a 2 lectures. C'est un homme en forme, mais est-ce que c'est pas un homme qui a trop donné trop tôt cette année et qui a énormément couru ? Ça, c'est un peu le risque. C'est aussi un mec qui connaît pas du tout le Giro.
Un mec qui connaît pas du tout le Giro, exactement, j'y avais pas pensé. C'est pour ça que je le mets un peu en dessous de Tom Dumoulin, mais c'est dur de le voir être déboulonné, notamment sur un parcours où il y a 60 km de contre-la-montre. Et quand on sait les qualités qu'il a dans ce domaine-là, en plus d'être aujourd'hui l'un des meilleurs grimpeurs aussi du peloton. Donc voilà pour Primoz Roglic. Maintenant, on va passer à Vincenzo Nibali parce que Robin, vous avez fait un article sur Chronique du vélo et vous parlez de Vincenzo Nibali. C'est ça, on a titré l'inoxydable, parce que Nibali, à chaque fois qu'on a voulu l'enterrer, finalement, il nous a montré qu'il fallait pas, qu'on s'était trompé. On se rappelle de Milan-San Remo notamment l'année dernière. Et c'est parce que c'est un coureur plein de panache, je pense que c'est difficile de ne pas apprécier Vincenzo Nibali. Il nous a montré sur ses Tours d'Italie, quand il avait fait craquer finalement Steven Kruijswijk. Il nous a montré sur le Tour de France, sur les pavés du Tour de France, dans les cols du Tour de France, où à chaque fois il était largement au-dessus. Le Tour de France 2014, il aurait pu le gagner tranquillement. Finalement, il s'est embêté, il a voulu aller gagner le plus d'étapes possible. Donc voilà, c'est un coureur de panache. On se rappelle de sa victoire à Sheffield dans le début de Tour de France, alors qu'il n'y avait pas besoin. Donc voilà, je pense qu'il est toujours capable de grands exploits. Gagner le Giro, j'y crois pas trop. Être sur le podium, en revanche, moi je pense que c'est possible. Et je le placerai justement à cette troisième place. Et je vous conseille, je vous invite à venir sur la chronique du vélo toute cette Ouais, semaine. parce que vous avez une manière particulière de présenter C'est ça, Giro. exactement. On va présenter ces 5 favoris du Giro qu'on a choisis d'une manière un peu spéciale, en mettant le coureur à chaque fois en rapport avec un métier. Donc Nibali, lui, est un artiste, par exemple. Miguel André Lopez est l'artificier. Je vous laisserai aller voir pour Pas les sur le autres. Giro, alors, on en parlera après. Et ensuite, on aura une mise en relation avec la course qui peut le faire gagner, la course où il a appris, où il a pris de la confiance. Pour Vincenzo Nibali, c'est Milan-San Remo qui doit lui servir d'exemple pour gagner ce Giro, malgré que ce soit une course d'un jour par rapport à une course de 3 semaines. Et enfin, on arrive sur l'homme ou les hommes qui peuvent faire gagner nos favoris. Pour Vincenzo Nibali, on a choisi les Tifosi, bien sûr. Toi, tu disais tout bas qu'il était en forme, tu murmurais, Paul. Ouais, il est en forme sur le Tour des Alpes. Je l'ai trouvé vraiment en jambes. Je l'ai trouvé aussi très intéressant sur. Attends, j'ai un trou là. Ouais, sur Liège-Bastogne-Liège qui fait Ouais, dans il la fait foulée. 8e de Liège. Il fait 8, ouais, excusez-moi, j'avais un trou. 8e de Liège, 3e du Tour des Alpes. Il monte en puissance sur cette saison. Il y a des étapes, je pense qu'il a coché. Je parlais de l'étape de Côme tout à l'heure. Il risque d'être un peu juste en montagne face aux autres, tôt ou tard, avec l'enchaînement des cols, etc. Mais il peut faire des coups. Tu l'as dit, c'est un coureur de panache, un coureur qui sent la course. Il pourra faire des coups et il pourra reprendre du temps là où les autres favoris n'auront peut-être pas forcément pensé à reprendre du temps. Moi, pareil, je vois un Nibali, je vois un très beau podium de Nibali dans un mois aussi. Le dernier coureur qu'on va mentionner, c'est Miguel André Lopez. Polo, tu commençais à en parler. 3e en 2018, Robin, tu y crois à Miguel André Lopez? Est-ce que j'y crois? Je sais pas. Moi, je le place pas C'est sur toi le qui podium. voulais en parler, hein, moi je ne voulais pas. Comme je t'ai dit, moi, mon podium serait avec Nibali, donc sans Lopez. Mais disons que Lopez, il y a ses détracteurs et il y a ses défenseurs. Il y a ceux qui disent qu'il suce les roues et qu'il place jamais l'attaque, et ceux qui nous parlent du Tour du Pays Basque qu'il a récemment gagné en étant assez impressionnant. Pour nous dire que Tour de Catalogne, oui, pardon. Pour nous dire que C'est juste. Polo qui va te dire. Attends, j'ai un truc à dire sur Lopez, j'ai un truc à dire après. Et c'est un argument recevable pour dire que finalement il est capable de faire exploser la course. Alors j'attends de voir, il joue gros en fait, puisque chez Astana, on en parlait la semaine dernière au moment d'évoquer Jakob Fuglsang, Astana continue de faire confiance à Fuglsang pour le Tour. Lopez pour l'instant est cantonné à ce doublé Giro-Vuelta. Et on a bien compris dans les mots d'Alexandre Vinokourov que Lopez va devoir montrer qu'il est capable de gagner le Giro avant de pouvoir penser au Tour de France. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Polo? Moi, Lopez, je suis partagé parce qu'il y a deux lectures et tu en as bien parlé. Tu as ce Lopez pragmatique sur les grands tours. On a vu que ça avait payé. On l'a vu sur la Vuelta et sur le Giro l'an passé et même un peu plus, quelques années avant sur la Vuelta aussi. C'est un pragmatique qui calcule ses coups de pédale et qui fait des très bons résultats à la fin. Et puis après, il y a le Lopez qu'on voit notamment en ce début de saison sur le Paris-Nice et sur le Tour de Catalogne qui attaque, qui fait sauter les courses, qui fait rouler son équipe. Alors quel Lopez on va voir pour ce Giro, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que s'il ne prend pas de risque comme il n'en a pas pris l'année dernière, il ne pourra pas espérer mieux que la 3e place, qui est déjà une très belle place que celle qu'il a eue l'an passé. Est-ce qu'il n'a pas l'équipe la plus impressionnante, Simon Yates? Parce que si Lopez ou Yates? J'ai dit Simon Yates. Ah bah voilà, tu fais bien de me reprendre. Est-ce qu'il n'a pas l'équipe la plus impressionnante, Miguel André Lopez? Si, c'est sûr que l'équipe Astana, on en a beaucoup parlé ce début de saison. Ils sont dans une forme incroyable, ils ont une confiance exceptionnelle. Et si, bien sûr qu'il va devoir profiter de ça. Après, je pense que les autres collectifs sont aussi très intéressants. Et il n'est pas tout seul. Alors Nibali a peut-être un collectif moins étoffé que ceux de ses adversaires. Mais du côté de Michelton, du côté de Sunweb,
et même du côté de l'Auto-Visma, Jumbo-Visma, pardon, on a des grosses équipes. Après, Lopez, je crois que vraiment, il a pris un coup de pied aux fesses cet hiver avec les déclats de Vinokourov, qui lui a dit le Tour de France, c'est pas encore pour toi. Et je pense que c'est une des raisons de son changement un peu d'attitude sur ce début de saison. Donc voilà, alors bon, vous l'avez pas fait, donc je le rajoute quand même, un des favoris quand même, parce que vous en parlez pas, je sais pas pourquoi, c'est Louis Mentiès. Bon, ok. Le gars de Joseph. Ok, je rigole, bon d'accord. Et Landa, non, en vrai, je un mot rajoute, sur Landa. voilà, Blessé exactement. au pied, là, sur le Ouais, sur, Charles le Tour des Carapace, Asturies. Mikel Landa, Ouais, un peu compliqué d'en parler c'est et très de faire des favoris. Carapaz a gagné du coup le Tour des Asturies, mais dans un tour où même moi je pense que je pouvais participer. Oh, Ouais, bah, j'aurais bien voulu voir ça. Mikel Landa a abandonné avant la dernière étape parce qu'il avait mal au pied. C'est flou. Je ne sais pas s'il sera à 100%, mais s'il est à 100%, il sera parti des contenders, ça c'est sûr. bah oui, bien sûr. Mais en tout cas, on en parlera. Utilise pas trop de mots vous le dites. anglais, Polo. Tu Hein vois, on se fait taper sur les doigts après quand tu utilises tous ces mots anglais. Ah oui, c'est vrai, mais oui, je suis désolé, j'aime bien la NBA. Eh ben, vous savez quoi, vous commencez à parler d'anglais, vous dites peut-être, voilà, ils n'ont pas parlé du Team Ineos, Excellente transition, anciennement Joseph. Team Sky. Et ben vous savez quoi, on va en parler tout de suite parce que c'est l'heure des 5 coureurs à suivre. C'est parti. Qui sera leader du Team Ineos? Bah ouais, c'est une question à laquelle on a eu bien du mal à répondre, mais voilà, on en a choisi un, c'est Tao Gegenhardt, Robin. Ouais, c'est une aubaine pour lui. Donc, suite au forfait d'Egan Bernal, qui devait être le grand leader de l'équipe britannique sur ce Giro et qu'on aurait largement placé dans nos favoris, bien évidemment. Bah voilà, il sera pas là. Et pour Tao Gegenhardt, c'est une aubaine incroyable. Comment tu dis Geo Gegenhardt. Ouais, Tu dis comment toi? C'est parfait. C'est l'heure de montrer ce qu'il vaut en fait. On en parle depuis quelques années. C'est un des grands espoirs britanniques de la Sky, enfin de l'ancienne Sky, désormais Ineos. On se rappelle de son Dauphiné l'année dernière où il avait fait un travail monstrueux pour Geraint Thomas. Malgré ça, il terminait 13e du général. Sur ce début de saison, il a eu les clés à par moment. La semaine dernière, il était sur le. Où c'était déjà? C'était Tour de sur le Tour des Californie, Alpes. non Tour des Ah, Alpes. la semaine dernière, je pensais à l'année dernière. Tour des Alpes, oui, voilà. C'était sur l'année dernière. Où Sivakov et lui on se sont Tour des montrés sur le Tour des Alpes. Donc voilà, il se battra pas avec les favoris, bien sûr. Et du côté Sky, du côté d'Ineos, pardon, on lui demandera pas d'aller jouer avec les 5 qu'on a présentés juste avant. Mais ce sera une bonne occasion de voir ce qu'il vaut vraiment et de voir pour la suite, du coup, les clés, dans quelle mesure on peut lui donner les clés du camion sur une course par étape. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'à l'heure où on parle là dans Roue Libre, où on fait la preview, c'est qu'on n'a pas c'est pas encore C'est pas officiel. officiel. C'est pas encore officiel, On donc n'est pas à l'abri de voir un Geraint Thomas sortir voilà, de c'est derrière ça. les fagots. préfère le dire. Et qu'est-ce que t'en penses toi de Tao Gegenhardt? Moi, Polo j'aime bien ce que j'ai vu sur le Tour des Alpes, où même si Sivakov, par des faits de course, où il prend le maillot, notamment avec Jan Hirt sur la 2e ou 3e étape, je ne sais pas. Du Ouais. coup, Tao se transforme rapidement en coéquipier. Et on a vu qu'il était au niveau, notamment sur cette photo, au niveau, voire même un peu plus fort que Sivakov, qui est juste derrière. J'aime bien sa tête, j'aime bien le profil du gars. L'année dernière, j'avais découvert sur le Tour de Californie où je l'avais trouvé vraiment impressionnant dans la lignée Incroyable, il est lâché à Damiette. ouais, de ce que les Sky peuvent nous produire comme coureurs de derrière Fago. Mais alors, est-ce que ce sera lui le vrai favori? Moi, je ne sais pas. Je veux voir ce que peut faire un Pavel Sivakov, que je pense meilleur rouleur que lui. Je veux voir aussi ce que peut faire un Sosa. On ne sait pas encore S'il sera là, ouais. s'il sera là ou pas. S'il mais sera là, s'il je est pense qu'il aura les clés. Hein. Moi, je pense aussi. Je pense que s'il y a Sosa qui est là, Mais pour ce sera l'instant, lui qui aura les clés. ça a pas l'air de se présenter comme ça. Alors on attend la compo, quoi. Mm. Voilà, c'est ça. On attend avec impatience. En tout cas, sur Tao Gegenhardt, vous en aviez fait un article sur Chronique du Vélo. C'est ça. C'est quelqu'un d'atypique. C'est ça, on en avait fait un portrait l'été dernier au moment du Tour de Burgos, parce que Sky il l'a vachement protégé en fait, et il l'a fait progresser, mais un peu dans l'ombre sur des courses de seconde zone, et différemment de certains autres. Par exemple, Bernal tout de suite se retrouve équipier sur le Tour de France. Avec Tao Geo Gegenhardt, pardon, c'était une stratégie un peu différente de l'envoyer sur des plus petites courses pour s'aguerrir. Et oui, c'est un garçon qui a une philosophie un peu particulière. Sky notamment l'avait repéré depuis de nombreuses années, voulait le signer dès 2015. Et lui avait dit, il n'avait pas encore gagné chez les juniors. Il avait dit, je veux absolument gagner chez les juniors avant de passer pro. C'était un indispensable pour lui. Donc il a fait une année supplémentaire chez l'équipe Axeon, d'Adrien Costa notamment, à l'époque. Et donc il avait fait une année supplémentaire. Il avait gagné 2 fois dans la saison. Et ensuite, il était allé chez Sky parce qu'il avait accompli ce qu'il pensait devoir accomplir avant de passer chez les pros. Voilà, personnalité ultra intéressante à suivre, Tao Gegenhardt. On n'a pas encore parlé des Français, mais on en parle tout de suite parce que Paul, tu voulais parler de Valentin Madouas. Ouais, Valentin Madouas, qui est jeune coureur, et c'est un peu par défaut parce qu'il n'y a pas un très gros plateau de coureurs français. Tony Galopin. Oui, Tony Galopin, c'est oui, si tu veux. Je sais Non, que tu l'aimes bien. voilà, mais, non, mais c'est pas ça. Non, mais si oui. on doit choisir un coureur qui va finir le plus haut possible,
Ça va être ou Galopin ou Bah oui, mais Madouas. c'est ça qui est. Je sais pas si Galopin jouera le général. En plus, je sais Ouais, pas. on sait pas. Madouas, En fait, on sait c'est pas. peut-être pas le Madouas, plus judicieux, je quand pense même. que Madouas voudra bien se placer, mais Madouas, pareil, il y a des belles arrivées pour lui. Tu vois, je me réfère encore et toujours à cette arrivée à Côme, qui est arrivée Tour de Lombardie, qui peut lui convenir parfaitement. Il monte en puissance cette année. Il a eu des bons résultats, notamment sur l'Amstel, où il fait une très belle 8e place. Je veux le voir sur un grand tour. Je veux voir comment il va se positionner, parce qu'on a l'habitude de dire chez Roulier depuis le début de l'année qu'on ne sait pas trop encore quel type de coureur ça va être. Est-ce que c'est un coureur qui peut essayer de suivre dans les montées? Est-ce que c'est plus un coureur qui va chasser les étapes? Je pense que ce sera plus ce Ouais. registre-là. J'ai pas envie qu'il s'embête à suivre Oui, dans voilà. les montées. Et qui fasse pas une Guillaume Martin, par exemple. Et du coup, je pense que c'est le Français à suivre sur ce Giro, parce qu'il sera un peu en électron libre. Il n'y a pas d'autres grosses figures de proue côté tricolore. Oh. Donc, hein Tu voulais Arnaud Démarre quand même. Bah, c'est parfait. Bah, on peut en parler. On peut en parler Oui. d'Arnaud Démarre. je ne Il y a mettais pas Valentin l'esprit dans Madouas. cette D'accord, partie-là. ok. Oui, mais sinon, oui, on est d'accord. Il y a Madouas, Valentin dès que la route va un peu s'élever, Je croyais que Paul Euh, faisait vraiment un déni de, non, de la non. présence d'Arnaud Démarre. Non, bah justement, on commence à parler du plateau de sprinters. Il n'y a pas énormément d'étapes qui vont être pour les sprinters, mais Arnaud Démarre, s'il y en a une qui est à prendre, il va essayer d'aller la chercher. C'est ça. Il y a vraiment pas beaucoup d'étapes pour les sprinters, hein. J'en ai compté 6 grand maximum, hein. 6 maximum. Ouais. Vraiment, s'il n'y a pas une échappée qui va au bout et si les équipes de sprinters font très bien leur travail, et dans certaines de ces étapes, il y aura des bosses à passer malgré tout pour les sprinters. Donc ce sera du costaud. Arnaud Démarre, il n'est pas dans une grande saison, hein. Il a beaucoup misé sur son printemps. On ne l'a pas autant vu qu'on aurait espéré. Donc ça s'annonce compliqué. Il n'a sur pas lui. gagné cette saison, C'est ça. tout simplement. C'est pas bon pour un sprinter de toute façon d'être dans cette situation-là, d'arriver sur un grand tour avec un peu l'obligation de gagner pour répondre aux attentes, alors qu'il n'est pas du tout en confiance, quoi. Ouais, pas assez bon sprinter pour battre Gaviria, Viviani et Ackermann. Pas assez bon classic man, on va dire, pour espérer passer les petites bosses qu'il y aura à passer sur les arrivées difficiles. Je pense notamment à Michael Matthews, je crois qu'il est sur le Giro, qui est dans ce registre-là bien meilleur que lui. Je dis peut-être une bêtise sur Matthews, je vérifierai juste après. J'ai pas vu, moi. J'ai checké. Mais voilà, ce genre de profil, Colbrelli aussi, c'est des profils meilleurs que lui pour ce genre de choses-là. Je vois pas comment il va gagner une étape sur ce tour. Il sera très bien placé, mais comment tu veux battre au sprint Gaviria et Viviani? Enfin, Ouais, c'est l'équation à résoudre pour. Ok. Pourtant, il aura une équipe qui sera totalement tournée vers lui, parce que Thibaut Pinot emmène tous les grands grimpeurs sur le Tour de France. Il aura son train habituel, Guarnieri, Konovalovas, Le Gac et Sinkeldam. Mais c'est pas toujours évident pour les trains de se mettre en place sur le Giro. Et d'ailleurs, Gaviria et Viviani vont avoir un peu le C'est même. hyper le même décousu souci. le Giro, toujours. Et ben, du coup, Gaviria-Viviani, c'est le grand duel qu'on va suivre. Voilà, qui était ensemble chez Quick-Step, qui se retrouve aujourd'hui. Est-ce que c'est le grand duel attendu pour toi, Polo? Ouais, ça pour le coup, ça va être intéressant. C'est pour ça que je voulais qu'on parle vraiment des sprinters dans cette partie. C'est que tu as quand même si on n'a pas beaucoup, tu as quand même 6 belles joutes à prévoir entre ces deux-là. On sait qu'ils s'aiment bien les deux, ils s'apprécient. Mais il y a quand même cette rivalité, notamment en termes de résultats, avec un mec qui quitte la Quick-Step pour essayer de gagner face à celui qu'on a choisi chez Quick-Step. On voit cette année, ils se sont affrontés 8 fois. Viviani a fini 5 fois devant, Gaviria 3. C'est plutôt serré. Cette saison, ils sont à 4 victoires pour l'un, 3 victoires pour l'autre. Ils ne sont pas de la même génération. Gaviria est plus jeune, mais je pense qu'intrinsèquement, ils sont quand même plus ou moins au même niveau cette saison. Et rien que pour ça, ce sera hyper intéressant de suivre ça avec un Viviani qui est chez lui, avec un beau maillot de champion d'Italie face à Gaviria. Non, ça va être cool, ça va être très intéressant à suivre, je pense. En tout cas, je n'arrive pas à savoir qui a un avantage psychologique sur l'autre. Psychologique, je sais pas. C'est difficile. Viviani va avoir une pression particulière du fait d'être en Italie. Mais il aura la il la confiance. gère mal. Voilà, mais il aura malgré tout la confiance de l'année dernière où il gagne 4 étapes. Gaviria, lui, il connaît aussi le Giro, il y a aussi déjà gagné. Et pour moi, intrinsèquement, Gaviria est plus fort. Après, Viviani a une meilleure équipe. Il a un train qui est beaucoup plus habitué à se mettre en place et à gagner. Donc, ils vont se partager le magot. Après, j'ai envie de donner avantage à Gaviria pour moi. Mais forcément que ça va être très très serré à chaque fois. Et puis évidemment, Polo, ouais, tu vas ajouter quelque chose? Oui, tu parlais du train, ouais, il y a un super papier, d'ailleurs, j'en profite dans Vélo Magazine sur Fabio Sabatini, son poisson pilote de la Quick Step de toujours, qui a eu Kittel, qui a aussi bossé pour Gaviria et maintenant Viviani. Il a le meilleur train, c'est des mecs qui connaissent ces routes-là. Tu as dit qu'il a gagné l'année dernière. Après, les trucs qui m'inquiètent chez Viviani, c'est notamment son Tirreno où il laisse Alaphilippe faire un sprint massif. J'ai l'impression que sur des grands rendez-vous, Il est moins face à excellent que l'année dernière. face à l'adversité, il a un peu tendance à un peu perdre ses moyens. J'ai des souvenirs de Groenewegen aussi qui le bat. Ça doit être
Ah, je sais plus. En tout début de saison. Il y avait eu sur Grand Wevelgem Ouais, l'année Sur dernière Grand aussi Wevelgem, je crois que j'ai le- cet exemple de Grand Wevelgem surtout. l'exemple de quand il avait pleuré après sa défaite face à Sagan. Il avait ça. mal assumé le fait que Quickstep. Face à pour des lui. gros cadors, c'est plus difficile. Viviani Gaviria, et puis il y a tous ceux qui partiront en outsider. Tu as commencé à parler d'Ackerman. Il y a d'autres noms, Modolo, Ewan, Nizzolo. Enfin, voilà, il y a tout un tas de petits outsiders qu'on va suivre. Voilà les gars, on a terminé pour les coureurs à suivre. On approche de la fin de l'émission parce que c'est l'heure des bonifs. Bonif ou Simon Yates ira faire la Mais- différence sur ce Giro. Hein. je l'annonce. Ah, hein. faut qu'il s'accroche à ce qu'il peut, ouais, c'est sûr. Je rappelle quand même les bonifs, c'est Paul et Robin. En gros, vous choisissez n'importe quel sujet, n'importe quel coureur, n'importe quelle équipe. Et puis vous avez quartier libre. Paul, tu as choisi toi de parler de Fausto Masnada. Pourquoi? Ouais, Fausto Masnada, qui est un coureur intéressant, 25 ans, dans l'équipe d'Androni Giocattoni, qui sort d'un Luca Toni. qui sort d'un Il se met au d'un- diapason pour qui l'Italie. sort d'un début de saison, mais on peut dire vraiment très intéressant. J'ai l'impression que cette année, il franchit un peu un cap. Ancien espoir du cyclisme, et qui a mis un peu de temps à éclore. Deuxième de l'étape reine du Tour de Sicile, derrière Guillaume Martin, sur l'Etna. Deux très belles victoires d'étape, dont une à la pédale sur le Tour des Alpes. Il arrive vraiment en forme sur ce Giro, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire, parce que c'est un profil d'un grimpeur avec un très gros punch. C'est le genre de coureur qui ne compte pas ses efforts et qui mettra vraiment le feu dans certaines étapes. Et je pense que ça va être un élément très intéressant de ce Giro. On aurait pu le mettre dans les coureurs à suivre. Je préfère le prendre en bonus pour pouvoir un peu développer sur lui. Vraiment à suivre ce coureur que je commence à aimer de plus en plus. Et il y a beaucoup d'équipes en plus qui sont sur Fausto Masnada. Oui, j'imagine. La CCC tient la corde de ce que j'ai lu Oui, voilà. récemment. D'après la Gazzetta, il va sûrement signer même à la CCC. Robin, toi, tu voulais parler d'Esteban Chavez. C'est ça, un coureur que j'aime tout particulièrement, un peu comme Polo avec Masnada. Peut-être que c'est son coureur favori Beaucoup Chavez d'ici aussi, quelques si années. ça vous intéresse. Voilà son grand sourire, Esteban Chavez, incroyable. Et donc, on l'avait laissé un peu sur le Giro l'année dernière. Il gagne à l'Etna, quelques jours après une défaillance. Simon Yates. Exactement, qui fait juste derrière lui, qui lui laisse la victoire. Et puis ensuite, il y avait eu cette défaillance, cette fin de Giro très compliquée, les pires journées de sa vie de coureur cycliste, disait-il. Et ensuite, le diagnostic qui était tombé de la mononucléose pour Esteban Chavez, qui avait du coup plus recouru de la saison, qui est revenu doucement en ce début d'année, qui a couru par-ci par-là, une semaine, vraiment en s'économisant. Voilà, je suis content de le revoir. Il a eu énormément de galères dans sa vie personnelle et de coureur pro. On se rappelle de son Tour de France 2017, où il était un des outsiders, et où finalement le décès de sa physiothérapeute juste avant le départ, dont il était très proche, l'avait beaucoup affecté. Il était au fond du trou pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc voilà, il a l'air de s'en relever, enfin. Il est assez optimiste dans ses déclarations. Il va venir pour faire l'équipier de toute façon de Simon Yates sur ce Giro. Il ne faut pas attendre d'exploit. Mais je suis content de le revoir revenir. Et j'espère qu'il va retrouver le niveau qui est le sien, celui d'un mec qui gagne le Tour de Lombardie en 2016 et qui fait podium du Giro et de la Vuelta. Tout ça la même année. C'est ça le vrai niveau d'Esteban Chavez. Le problème, c'est ça, c'est que pour Chavez, il a eu énormément de problèmes, et c'est vraiment triste, parce que moi aussi, c'est un coureur que j'apprécie beaucoup. Mais les années passent, il a maintenant 29 ans. J'ai l'impression que 2016, c'est très loin pour lui. J'y ai cru sur l'Etna. Bah non, c'est l'Etna l'année dernière avec Yates. Ouais. J'y ai cru sur l'Etna, puis après, voilà. Il était deuxième du général quasiment à mi-Giro. Ouais. Et après, il craque. Et, Ouais, vous êtes en train de me je foutre le bourdon, là. suis un peu pessimiste, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que c'est un Moi coureur aussi, que j'ai envie d'y j'apprécie. croire. Vas-y, Ro. Vas-y, Esteban. Un peu de joie. Ouais, voilà, un peu de joie. Voilà, on a terminé pour les bonifs, les gars. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est l'heure du quiz. Voilà, les ordinateurs sont fermés. Celui de Robin n'existe même pas. Bravo, Robin. On va partir sur des qui est. Il y en a 4, les gars. Tom, vous pouvez y aller C'est parti. pour le premier qui. Une proposition chacun, du coup. Chavez Ce n'est pas Chavez. Non, Carapaz. Ce n'est pas Carapaz. Landa. Ce n'est pas Landa. Betancourt. Betancourt, ce n'est pas Betancourt. Valverde. Ce n'est Non. pas Valverde. Solaire. Ce n'est pas Solaire. Ses initiales, c'est AA. Amador. C'est Polo qui l'a. Putain, c'était 1-0 pour juste. Paul. C'était où sur ça? quelle course, ça? Excellente question. Et Tom, C'était pas le Tour Tom, qui a pris la photo, donc c'est Tom qui va nous dire hein, quelle course c'était. C'est quoi, c'était le Tour de Sandrone en début d'année, non? Tour de France. Non, c'était pas le Tour de France. On peut y aller pour le deuxième qui est.
Oh bah, on a vu une tête passer. C'était Ryder et Jal, c'est pas grave, il y aura que 3 qui est. Voilà. Ça, c'est Tourishoft. Ce n'est pas non. Touruchov. Gilbert Ce n'est pas Balan. Gilbert. Ce n'est pas Balan. Ah, Evans. Non. et c'est des liserés de champion du monde, ça ou pas? Caruso Ce n'est pas Caruso, mais il est plus chez la BMC. Enfin, logique. Non, c'est Et pas champion du monde. il a c'est- changé d'équipe avant la fin de la BMC. On voit mal les liserés, putain, je comprends rien. Dylan Tuns Les liserés, c'est un gros indice. Non, Non. si, donne-le, de toute façon, on trouve pas. C'est un drapeau sud-américain. Ah, Atapuma. 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 Bravo, Robin. Je l'avais pas eu. Un partout. Ah. Du coup, quelqu'un va prendre le lead à la fin de ces qui est. Ouais. Parce qu'il en reste un dernier. Brajkovic. n'est pas Brajkovic. Joras Sagan Euh, non. N'importe quoi, j'ai pas eu. Polanc. Ouais. Non. Ah, c'est- Tratnik Non. C'est quel pays ça encore? On voit super. Europe de l'Est. Qui a un prénom. Greg Abolé Non. C'est un prénom qui commence par un K. Constantine Soutsu Oui, Ah, bien Polo. joué. 2-1 pour Polo Ah, à la mais, fin de ces qui est. Donc on va avoir des qui suis-je qui vont être déjà décisif. très importants, décisifs. Préparés, je le rappelle, par Loulou. Loulou. Notre Louis Moreau qu'on va, C'est Julien voir- Lafilippe qu'on va voir jeudi, là, je suis trop content. C'est Julien Lafilippe. Salut qui joue. ouais, Louis voilà, Moreau, Amsterdam, collaborateur voir. de Chez Roue Ouais. Libre, Et ouais. qui n'habite pas à Paris et qu'on va voir ce week-end. Donc j'espère que tu es prêt. Mais il a fait des trucs assez difficiles. Mais il a foi en vous apparemment. Je suis né le 2 mars 1978. Mes débuts pro se font chez la Marcatone Uno en 2002. J'y passe 2 saisons avant de porter les couleurs de la Saeco en 2004. De ces premières années en pro, rien de bien Nego fou à venir. Conego Vous savez pas quoi Di Luca non plus. T'as le droit d'en dire qu'un, Polo. Oui, Ouais. pardon, excusez-moi. je Va suis là. doucement, va doucement. Pardon. De ces premières années en pro, rien de bien fou à retenir que des places au cœur du ventre mou, dans le ventre mou du classement, principalement ceux des courses à étapes. Je vais attendre vu que Polo il peut pas parler. Les apparences sont trompeuses, mon palmarès ne reflète pas assez mon talent lorsque la route s'élève. Je finis les 23 grands tours auxquels je participe, Oh. notamment chez la Lamprey, puis chez la Liquigas. Je suis un domestique idéal, coureur discret, courageux et de devoir. Marzio Bruzeguin. Ce n'est pas Bruzeguin. À chaque fois, il y avait un plus fort que moi dans mes équipes sur les grands tours. Je ne connais la victoire qu'à 2 reprises en pro, dont une fois sur un contre-la-montre par équipe sur le Giro 2010. La seconde correspond beaucoup plus à mes qualités puisque je remporte une victoire de prestige entre Valence et le Mont Ventoux sur le Dauphiné 2009. Ah, le Dauphiné. Ah, je pensais Le Garaté. Ventoux en 2009 quand même. Ouais. En 2012, je rejoins la Movistar, où encore une fois, je joue l'équipier dévoué et ne rechigne jamais à la tâche. Je passe des étapes de montagne entières à fixer le tempo du peloton derrière des échappées ou juste parce que mes leaders n'ont pas suivi le bon coup. Une fois, le bon taquet j'ai pour été la garde. leader et cela m'a réussi puisque j'ai terminé 3e du Tour du 31 en 2012 derrière Pozzovivo et Cunego. En 2015, je rejoins la Ah. CCC et je retourne dans mon pays, la Pologne. Donc c'est l'ancienne CCC. J'y passerai les 2 dernières saisons. de ma Sylvester carrière. Schmid. Sylvester Schmid, énorme, bravo. énorme. Ah, c'est le Polonais Bravo. qui me l'a donné parce que sinon. moi, j'étais je sur un galère. Italien. Moi aussi, je pensais à un Italien de la Movistar, je cherchais. Et ouais, c'est l'ancienne CCC Sylvester Schmid. polonais, Sylvester Schmid. Voilà. Ah oui. Et, Qui nous moi, avait fait je- des bons trucs sur le Giro, ouais. Très, très bon Toujours vu grimpeur. comme un vainqueur potentiel de grandes étapes. Bon, Ouais. voilà, je m'étais bien. Bravo, Il aurait pu, il aurait pu. 2-2 du coup. Voilà. Ouais. On va avoir un. Il en reste un, c'est ça? Il en reste un. Oh, incroyable, quel suspense. Les choses sont bien faites. J'ai 34 ans. J'ai évolué dans 5 équipes professionnelles, notamment la Weissenhof. Eh C'est bah. sous ces couleurs que je remporterai le Grand Prix de Fourmi. J'ai le nom de l'armée allemande. Quoi. Non, c'est la Wehrmacht, ça. J'ai déjà gagné le Tour de Lorraine en 2003. J'ai donc gagné des courses assez jeunes et mon potentiel de gros rouleur ne passe pas inaperçu. Considéré Warbass comme un grand espoir, Warbass considéré comme un grand espoir, je le confirme, puisque j'ai remporté les championnats du monde sur route espoir. Il n'en faut pas plus pour que la Milram me recrute un an plus tard. J'y passe 2 saisons et j'enchaînerai sur la HTC Columbia 2010-2011. Je deviens un rouleur très référencé, je remporte un contre-la-montre sur la Vuelta 2010.
La Quick Step, qui aime mon profil, me recrute pour 2 saisons. J'en profiterai pour ajouter à mon palmarès 3 championnats nationaux de contre-la-montre consécutifs. Berthe Grapsch. Ce n'est pas Berthe Grapsch. Malheureusement, c'est bien le seul titre que je peux gagner dans mon pays, tant la course sur route est chasse gardée, et notamment les classiques. J'ai un beau pédigré sur les courses à étapes, puisque je termine 3e du général de la Vuelta 2010. L'année de Peter la Velits. victoire, Peter Velits. Ouais, bravo. Bravo, Je l'avais pas du tout. bravo. C'est le 3e de la Volta qui. Et ouais, bravo. Tu sais quoi, Polo? J'ai une dernière question. Je vais mettre une photo, et si tu trouves, Robin, tu participes aussi, c'est une question en or. Vous pouvez y aller pour la photo, C'est un qui est-ce? et vous devez me trouver sur quel col se trouvent ces 2 coureurs-là que vous allez découvrir, qui sont donc Coppi et Bartali. Moi, je dirais. Stelvio. Stelvio, ouais. C'est pas le Stelvio, c'est le Tour de France. Mais là, comme c'est parti, vous le trouverez pas. donc L'Izoard Polo, c'est pas l'Izoard, c'est très dur, mais c'est sur cette étape-là, incroyable. C'est le Tour 53. La Colombière. C'est pas la Colombière, mais ça va être difficile à trouver. Je vous dois vous donner la réponse, les gars. Vous me donnez une réponse chacun encore. Le Télégraphe. Col du Télégraphe. C'est pas le Télégraphe. La Madeleine. C'est pas la Madeleine. C'était le Petit Saint-Bernard. Et ouais, voilà. Difficile, mais bon, c'était une question en or. Désolé, Polo, tu as perdu le quiz. Si tu me demandais les deux cyclistes, j'aurais pu gagner, mais. Ouais, voilà, mais je sais que tu sais qui sont ces 2 cyclistes-là sur cette photo mythique. Bon, voilà, c'est terminé, les gars. Est-ce que vous êtes prêts pour un Giro Bien sûr. Ouais, incroyable? Franchement, moi, comme j'ai toujours dit sur ce plateau, les grands tours, c'est mon dada. Je suis hyper bouillant pour que ça commence. En plus, ça commence fort avec ce prologue un peu pentu là. Je suis très très chaud. Ouais. Eh bien, écoutez, les gars, bonne semaine, bon Giro et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao les rouleurs! Salut les gars. Salut.